Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être ici pour cet événement organisé par Orient 21 autour du livre de Reza Zia Ebrahimi, Antisémitisme et islamophobie, une histoire croisée aux éditions Amsterdam, collection Contrepartie. Merci beaucoup à l'IREMO qui accueille cette rencontre et qui nous permet d'organiser ce débat. Qui est aussi donc sur Zoom. Donc bienvenue aux personnes qui sont connectées sur Zoom. Je rappelle que la rencontre sera enregistrée, donc la vidéo sera disponible après sur voilà, les plateformes habituelles. Je rappelle également que nous organisons cet événement, cette rencontre, à l'occasion de la campagne de dons d'Orient 21. Donc, vous savez que Orient 21 est un journal gratuit et indépendant. Donc, nous vivons des dons de nos lecteurs. Là, il y a la deuxième campagne de dons annuelle qui se termine d'ici la fin de la semaine. Il nous manque encore, je crois qu'on est à 84%, quelque chose comme ça. 90%, bah voilà, magnifique. Voilà, il nous manque un dernier petit coup de pouce. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous et pour nous soutenir. Première chose, avant de donner donc la parole à Reza, il y a quelque chose. Donc, en fait, sur Orient 21, on avait publié un compte rendu de ce livre, de cet essai qui est vraiment passionnant. Et il y a quelque chose, je pense, de très important à souligner à propos de ce livre, c'est qu'il est vraiment, je trouve que c'est une grande qualité, c'est un livre vraiment accessible pour tout le monde, pour le grand public, mais sans perdre ou sans sacrifier au niveau de la rigueur. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans un essai scientifique avec une vraie méthodologie, avec des concepts qu'on va commencer par définir comme dans tout essai scientifique pour pouvoir ensuite développer la thèse ou l'analyse qu'on veut. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être spécialiste en histoire pour l'étudier. Antisémitisme et islamophobie, une histoire croisée, comme vous le précisez au début, il ne s'agit pas de faire une comparaison parfaite entre ces deux phénomènes, mais de montrer effectivement les croisements ou les moments où ces deux phénomènes ont été en miroir dans l'histoire occidentale, européenne, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Et puis la particularité donc, de ces deux phénomènes qui culminent à deux temporalités différentes qui deviennent en fait des phénomènes de racisme conspiratoire. C'est vraiment l'espèce de point de culmination en fait, des deux phénomènes. Donc je vais d'abord laisser Reza faire une présentation de son essai avant de lui poser quelques questions et ensuite la parole sera donnée à la salle et aux gens qui nous suivent sur Zoom pour si vous avez des questions à poser. Donc, the floor is yours. Merci beaucoup, Sarah. Merci à tous. Bonjour, tout d'abord. Et merci d'assister à ce débat. Donc, oui, en tant qu'historien des idées, je me concentre particulièrement sur les nationalismes et les formes diverses du racisme. Et depuis très longtemps, j'avais été frappé par certaines similitudes entre l'antisémitisme et l'islamophobie, bien sûr. Et je m'étonnais évidemment du peu de travaux qui se penchent sur cette question. Et j'avais le pressentiment que ce silence prend ses racines dans la politique, des politiques discursives de la question palestinienne. Et j'ai donc décidé de me pencher sur la question moi-même et de lui donner une certaine longue durée, une certaine profondeur historique qui, à mon sens, manquait aux travaux sur l'islamophobie, qui manque encore un peu sur les travaux sur l'islamophobie. Donc, ma thèse principale est qu'il y a plusieurs croisements historiques fondamentaux entre les histoires de ces deux constructions de l'altérité. Et il y a également une origine commune qui remonte au Moyen-Âge chrétien. J'essaie d'expliquer dans mon livre que la figure du juif et la figure du sarrasin au Moyen-Âge chrétien sont associées dans l'appareil représentatif
du monde occidental chrétien, et que les deux figurent très éminemment dans le panthéon des ennemis de la foi et des hérétiques. Il y a un certain nombre de polémiques théologiques qui sont écrites au XIe ou XIIe siècle, et il est remarquable que ces polémiques s'adressent aux deux, souvent. Donc si on pense à des auteurs, peut-être vous ne les connaissez pas, mais Alain de Lille ou l'abbé de Cluny-Pierre et Pierre-Alphonse également, leur polémique s'adresse à la fois aux Juifs et aux Sarrasins. Il y a à partir du XIIe siècle une idée qui émerge, qui est celle de l'alliance entre les Juifs et les Sarrasins, et c'est une idée qu'on retrouve dans la première croisade, car n'oublions pas que la première croisade, donc les croisés sur le chemin de la Terre Sainte, qu'ils voulaient délivrer du joug musulman, ont commis plusieurs massacres de Juifs, notamment en Rhénanie, et ce sont là des massacres qui n'avaient pas de précédent dans cette région du monde, donc dans l'Europe du Nord, et à cette époque-là. Mais c'est le début d'une systématisation de ce genre d'exaction. Ce qui est très intéressant pour moi, qui travaille sur le complotisme, c'est que déjà à ce moment-là, le juif et le musulman, enfin le sarrasin, sont perçus comme non seulement des altérités, non seulement des voisins, des ennemis, etc., mais comme une véritable menace civilisationnelle pour l'Occident chrétien, une idée qui va se développer des siècles plus tard. J'en parlerai tout à l'heure. Tout ceci mène, enfin, cette association entre les deux, pour moi, est particulièrement observable dans les législations et les interdictions qui sont mises en place à cette époque-là par des princes chrétiens qui ont des sujets juifs et musulmans. Il y a plusieurs cas dans l'histoire médiévale. Il y a d'abord le royaume croisé de Jérusalem, mais il y a aussi la Sicile pendant environ 150 ans au XIe siècle. Et il y a évidemment tous les États chrétiens de la péninsule ibérique, juste avant et après la Reconquista ou la reconquête. Ces interdictions sont extrêmement similaires. Il y a évidemment l'obligation de porter des signes distinctifs pour les deux populations. Il y a l'interdiction de paraître en public pendant la Semaine Sainte. Il y a l'interdiction évidemment de se marier avec des chrétiens ou d'avoir des serviteurs chrétiens, etc. Les législations visent vraiment les deux. Donc ça, c'est pour l'époque médiévale. Je me suis ensuite penché sur la Reconquista espagnole, qui est une période fascinante. Tout d'abord, je pense que la reconquête, il faut la voir comme un mouvement de purification ethnique, culturelle et religieux de la péninsule sous les rois catholiques, et qui touche les juifs et les musulmans de façon identique. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'en général, dans l'historiographie de cette époque, l'aspect musulman est relativement occulté dans une historiographie, ce qui soulève évidemment d'autres questions. Donc, les juifs sont forcés de se convertir, excusez-moi, au christianisme, et une partie d'eux sont forcés à l'exil, mais les musulmans vivent exactement le même calvaire et doivent également prendre le chemin de l'exil. Ces événements mettent fin à la civilisation juive séfarade, ce qui est vécu comme une nouvelle dispersion ou un nouvel exil. Et cela met fin également à la civilisation musulmane spécifique de Al-Andalus, qui dès lors cesse d'exister. Et dans les décennies, voire les siècles qui suivent, il y a une tentative d'éliminer jusqu'à la trace que les juifs et les musulmans ont laissé en Espagne. On a d'abord éliminé les minarets, les hammams, etc. Et petit à petit, on interdit la langue hébraïque, on interdit l'arabe, on interdit l'aubergine qui est associée avec les musulmans, on interdit le couscous. Donc c'est vraiment un programme qui ferait rêver certains partis aujourd'hui en Europe. Le groupe qui m'intéresse le plus sont les convertis. Donc les juifs convertis, qu'on appelle les maranes, ainsi que les musulmans convertis qu'on appelle les morisques,
sont frappés plusieurs générations après leur conversion par un certain nombre d'interdictions. Donc, ils n'ont pas le droit de servir dans des postes administratifs ou des postes ecclésiastiques et militaires. Donc, on a la mise en place d'un système de discrimination systématique qui est donc, qui correspond exactement à la définition du racisme moderne. Et les idées qui président à ce racisme moderne sont biologiques. Je pense que c'est très important de le souligner parce que je pense que la grande majorité des gens s'imaginent que le racisme biologique est une invention du 19e siècle. Eh bien, dans l'Espagne du 16e siècle, les Maranes et les Morisques sont discriminés à cause de leur sang. Donc, il y a une conviction selon laquelle avoir du sang juif ou du sang musulman vous prédispose à l'hérésie, à la déloyauté, etc., etc. Et dès lors, les statuts de pureté de sang, qui sont essentiels pour obtenir des postes dans l'Espagne de cette époque, sont refusés aux Maranes et aux Morisques, et ce, jusqu'au 19e siècle. Et je pense que vous n'avez pas besoin des sciences naturelles modernes telles qu'elles se développent au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, pour pouvoir comprendre ces idées. Donc, les Espagnols du XVIe siècle comprennent très bien ce que c'est. D'ailleurs, toute la terminologie de la race, nous l'avons hérité de l'Espagne de cette époque. Un de mes confrères, David Nirenberg, explique que c'est des idées qui prennent leur racine dans la compréhension populaire de la reproduction animale. Par exemple, un âne bray est le petit d'un âne bray. C'est naturel. Un chevalier, son fils, sera naturellement attiré par les faits d'armes. Le fils d'un paysan sera naturellement attiré par le travail de la terre. Le fils d'un juif sera naturellement attiré vers l'hérésie. Tout cela peut faire sens, si vous voulez, pour un Espagnol du XVIe siècle. Donc, ce qui est intéressant, pour en revenir à l'histoire globale de la race et de la racialisation, c'est que la conversion, qui au Moyen-Âge est le but ultime de l'approche, si vous voulez, des chrétiens aux juifs et aux musulmans, la conversion cesse d'opérer dans l'Espagne de la Reconquête. Et c'est vraiment cette idée de la particularité raciale de ces populations qui sont des particularités qui sont immuables et qui sont héritées, qui émergent donc au XVIe siècle. Je vais vous résumer un petit peu ce qui se passe ensuite dans le siècle suivant pour arriver au XIXe siècle. Je pense que avec ce parcours-là, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi au XIXe siècle, il y a une confusion complète entre les Juifs et les Arabes et par extension les musulmans au sein de ce que l'on a appelé la race sémitique. Donc la race sémitique est postulée au XIXe siècle sur des bases linguistiques et les philologues du XIXe siècle, en particulier un monsieur qui s'appelait Ernest Renan, qui était une figure extrêmement importante en France à la deuxième moitié du XIXe siècle, eh bien, c'était ces gens-là qui travaillaient sur la race sémitique, si vous voulez, et nous expliquaient les particularités raciales de la race sémitique. Et les théories d'Ernest Renan ont été extrêmement influentes jusqu'au XXe siècle, voire au-delà. Ces théories principales sont que la race sémitique, il lui manque certaines particularités qui sont propres à la race aryenne, c'est-à-dire les Européens principalement, notamment la créativité. Les Sémites sont supposés n'avoir fait qu'une seule contribution à la civilisation humaine, à savoir le monothéisme. Monothéisme qui est quelque chose qu'il faut savoir, les romantiques du XIXe siècle méprisent le monothéisme, qu'ils considèrent comme quelque chose de simpliste. Eux, évidemment, ils ont une préférence pour la mythologie grecque, le polythéisme, etc. Maintenant, ce qui est important, c'est que ces idées raciales d'Ernest Renan se retrouvent employées dans un antisémitisme et une islamophobie à caractère politique. Notamment, les deux cas sur lesquels je me suis penché sont l'antisémitisme révolutionnaire en Allemagne,
Donc, on parle d'auteurs tels que Wilhelm Marr, Richard Wagner, Heinrich von Treitschke et autres, qui sont des penseurs extrêmement importants et qui ont eu beaucoup d'influence sur les nazis notamment, et qui reprennent à leur compte les idées raciales qui viennent de France, d'Ernest Renan, etc., pour un antisémitisme qui est spécifiquement politique. Et je pense que la raison en est qu'il est très important pour ces nationalistes allemands à cette époque-là de donner une espèce de crédibilité scientifique à ce qui est après tout une campagne de rejet de l'émancipation juive au XIXe siècle. Parallèlement à tout cela, il y a une islamophobie savante et politique qui se développe en milieu colonial, particulièrement en Algérie, évidemment, mais également en Égypte sous occupation britannique, en Inde et aussi en Indonésie dans une certaine mesure, et qui reprend les thèses de la raciologie sémitique pour postuler l'infériorité raciale des musulmans et dès lors expliquer les pratiques discriminatoires qui existent à leur égard. Notamment l'idée de l'inassimilabilité des musulmans prend ses racines dans ces discours-là, ces discours coloniaux, notamment en Algérie et ailleurs. Et c'est l'influence de ces idées qui explique que les politiques assimilationnistes qui existaient au XIXe siècle en Algérie sont purement et simplement abandonnées dès la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle. Alors, j'ai essayé de dépeindre un tableau, enfin de vous résumer ce que moi j'appelle les croisements historiques de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Évidemment, mon propos n'est pas de dire que les deux sont identiques. Dans la période médiévale, il n'y a pas d'équivalent islamophobe de l'idée du peuple déicide, évidemment. Les deux ont leur spécificité. Et même dans le milieu colonial algérien, il y a évidemment, comme vous le savez, le décret Crémieux de 1870 qui naturalise en masse les juifs algériens, mais pas les indigènes musulmans. Donc, il y a quand même une histoire spécifique aux deux. Mais je pense que les deux sont en communication constante pendant toute cette période, jusqu'au XXe siècle. Au XXe siècle, il y a un tournant très important que j'appelle le réagencement de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Et par réagencement, j'entends quelque chose d'assez littéral, c'est-à-dire un changement d'agent. Qu'est-ce que j'entends par là? L'agent traditionnellement, historiquement, de l'antisémitisme et de l'islamophobie est le sujet occidental, si vous voulez. Et à partir du début du XXe siècle, et à cause des retombées discursives de la question palestinienne, vous avez l'émergence d'un antisémitisme d'origine européenne dans certains groupes, qu'on va dire, on ne peut pas être trop précis, mais qu'on pourrait situer au Moyen-Orient, et l'émergence d'une islamophobie qu'on peut situer dans les cercles sionistes. Et je décris cet événement comme une espèce d'impuissance discursive, donc une incapacité de ces deux personnages tragiques à s'émanciper, à se libérer d'un carcan discursif créé contre eux par le sujet européen. Et donc, ils reprennent à leur compte cet antisémitisme et cette islamophobie sans être conscients que le même discours aurait pu leur être appliqué quelques décennies plus tôt ou un siècle plus tôt. Cela soulève la question, enfin plusieurs questions, l'une des questions étant l'antisémitisme dans le monde arabe, qui est un sujet intéressant, mais qui a été jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, traité de manière extrêmement polémique et problématique. Je trouve que la quasi-totalité de l'historiographie de cette question est biaisée. Avec quelques exceptions, il y a évidemment le fameux livre de Gilbert Achcar, Les Arabes et la Shoah, qui pour moi est la seule étude sérieuse de la question. Et Gilbert Achcar nous explique qu'il y a évidemment certains versets du Coran qui diabolisent dans une certaine mesure les Juifs et qui datent d'une époque de confrontation entre le prophète et les Juifs à Médine.
Je vois qu'un tract a été distribué avec certaines citations. Donc, ces sourates existent réellement, bien évidemment. Je pense qu'il est important de garder à l'esprit que ces sourates sont parfois ressuscitées dans certains contextes historiques et dans certains contextes historiques oubliés, selon les besoins de l'époque. Et la raison en est que l'islam, fondamentalement, n'est pas vraiment préoccupé par le judaïsme et les juifs. Certainement pas de la même manière que le christianisme, particulièrement à l'époque médiévale, a véritablement une obsession avec le peuple déicite. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je peux revenir si cela vous intéresse. Mais donc, si nous en revenons au XXe siècle, on peut observer une forme d'antisémitisme à caractère européen, parfois dans certains discours de certains dirigeants nationalistes arabes, notamment dans les années 60. Alors, Gamal Abdel Nasser, on sait tous, une fois cité les protocoles des sages de Sion. Une autre fois, il a remis en doute le chiffre des victimes de la Shoah. Et son ami et conseiller très proche, Mohamed Heikal, a, dans les années 90, collaboré avec le négationniste français Roger Garaudy. Donc tout cela, on le sait. Mais Gilbert Achcar nous explique que c'est dans un autre contexte politique qu'il faut véritablement chercher un antijudaïsme beaucoup plus prégnant. Et c'est évidemment l'islamisme. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Alors, si on se tourne vers le doyen des mouvements islamistes, à savoir la confrérie des frères musulmans, force est de constater qu'au début, la confrérie est plus préoccupée par l'impérialisme occidental que par les juifs ou par le sionisme. Et je pense que Hassan al-Banna, il faut le dire, accordait une certaine importance à la coexistence judéo-musulmane en Égypte. Cependant, le mouvement sioniste force la fraternité à prendre position à partir des années 30 et 40. Et il y a effectivement un discours antisémite qui apparaît à ce moment-là, qui est hybride en quelque sorte. Donc c'est un mélange d'un discours anti-juif coranique et de certaines idées typiquement européennes du juif usurier, cosmopolite, exploiteur, etc. Il y a ensuite ce qui rapproche à un moment les frères musulmans du parti fasciste égyptien Jeune Égypte dans les années 40. Il y a évidemment le groupe Hamas, et on connaît tous leur fameuse charte de 1988 qui cite les protocoles des sages de Sion, etc. Il y a le Hezbollah qui est aussi un discours de nouveau hybride, à la fois coranique et puis en partie négationniste d'origine européenne. Et le djihadisme, évidemment, avec Sayyid Qutb et Al-Zawahiri notamment, qui reprend l'idée du juif contrôlant le monde, etc., et du complot américano-sioniste. Donc tout cela étant, il y a néanmoins une littérature qui se penche sur cette question qui est extrêmement problématique. C'est une littérature que personnellement j'appelle la littérature anti-palestinienne, étant donné que son but principal est de jeter l'opprobre sur la cause palestinienne en décrivant les Palestiniens comme fondamentalement antisémites, voire complices de la Shoah. Et c'est un discours qui, avec le temps, a éclaboussé la totalité du monde arabe, et plus récemment, avec Matthias Kunzel et compagnie, la totalité du monde musulman. Je peux revenir sur cette question. C'est une littérature qui émerge principalement dans un contexte anglophone de la diaspora, et pas en Israël même, bien que le père fondateur soit un monsieur qui s'appelait Yehoshaphat Arkabi, qui était un chef des renseignements israéliens, mais qui est devenu aussi historien à ses heures. Mais c'est un discours qui est principalement à trouver dans les écrits de Bernard Lewis, typiquement, de Martin Gilbert, de Saul Friedman, etc. C'est un discours qu'on retrouve principalement dans une époque après le conflit de 1967. Cette littérature
cette littérature est très préoccupée par un personnage en particulier, qui est évidemment le moufti de Jérusalem dans les années 30, Hajj Amin al-Husseini, qui est un personnage qui se prête bien, évidemment, à cette littérature, puisque ses sympathies nazies sont avérées et très bien documentées. Donc, on sait qu'il a collaboré avec la machine de propagande nazie. On sait qu'il a aidé à la constitution de bataillons arabes de la Wehrmacht et de bataillons bosniaques de la Wehrmacht. Et il y a de nombreuses photos de lui marchant au milieu des troupes bosniaques notamment. Ses sympathies nazies étant, je pense que cette littérature, par exemple, typiquement ce qu'elle fait, c'est passer sous silence le fait que les bataillons arabes de la Wehrmacht n'étaient constitués que de 130 hommes. C'était logistiquement un fiasco complet. Alors même que 9000 Palestiniens se sont battus contre l'Axe dans les rangs de l'armée britannique. Si je ne me trompe pas, c'était des volontaires. Évidemment, tout ceci n'est rien comparé aux 340 000 Maghrébins qui ont servi dans les rangs de l'armée de la France libre à la même époque. La littérature anti-palestinienne donc, donne une place complètement disproportionnée à ce personnage. Et j'en veux pour preuve, par exemple, la Encyclopedia of the Holocaust, qui a été publiée par association avec l'institution Yad Vashem à Jérusalem. Il est remarquable que l'entrée sur Hajj Amin est plus long que l'entrée sur la quasi-totalité des dignitaires nazis, plus long que la biographie de Goebbels, plus long que la biographie de Himmler, de Heydrich, de Eichmann. La seule biographie de l'encyclopédie qui soit plus longue que celle de Hajj Amin et celle d'Adolf Hitler. Donc vraiment une place disproportionnée pour ce personnage dans cette littérature, personnage qui a sombré dans l'oubli en Palestine même dès les années 1940, dès son exil. Donc, je voulais mettre en évidence à la fois le problème de l'antisémitisme dans cette région-là et puis approcher de manière critique la littérature qui existe à ce sujet. Un dernier point, il y a la question de la non-reconnaissance systématique de la Shoah dans le monde arabe, qui est une réalité. Et Gilbert Achcar nous explique qu'il faut chercher le problème dans le nœud mémoriel que constitue le rapport de la Shoah et de la Nakba. Et d'ailleurs, il souligne, c'est très intéressant, je trouve, que, comme peut-être vous le savez, Shoah et Nakba ont exactement la même signification. Les deux mots signifient catastrophe. Il y a en quelque sorte un chantage qui est fait pour la reconnaissance inconditionnelle de la Shoah, alors même que la Nakba n'est pas reconnue, certainement pas par l'État israélien au jour d'aujourd'hui. Et donc, il y a une sorte de coup qui est créé pour le sujet arabe à devoir reconnaître la Shoah tout en se prêtant à cet oubli de la Nakba. Et donc, je pense que la reconnaissance demande vraiment que ce nœud mémoriel soit résolu. Évidemment, la Shoah a une ampleur autre que la Nakba, puisqu'elle a détruit un tiers de la population juive d'Europe. Mais enfin, cela ne soulage guère les victimes de la Nakba et leurs descendants aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose qui doit être résolu. Ce n'est pas moi qui vais le résoudre, je suis historien. Mais voilà, je voulais le mentionner. Excusez-moi. J'avais quelques mots à dire sur le nouvel antisémitisme, mais je crois que tu vas me poser une question, donc je vais le faire plus tard. J'étais à l'Union juive française pour la paix hier soir et on m'a demandé si je pouvais donner des exemples de croisement entre l'antisémitisme et l'islamophobie aujourd'hui. J'ai pensé que ce serait utile de parler d'attaques terroristes d'extrême droite, où il y a un croisement fascinant entre l'antisémitisme et l'islamophobie. Il y a eu tout d'abord une fusillade à la synagogue de Pittsburgh en 2018 par un type qui s'appelle Robert Bowers.
il y a eu 11 victimes. C'était l'attaque antisémite la plus meurtrière de l'histoire américaine. Si vous vous penchez sur les traces que le forcené a laissées sur Internet, il était un fervent croyant en l'idée, évidemment, de grand remplacement et de génocide blanc, et l'idée selon laquelle les Juifs veulent, de nouveau dans un esprit complotiste, détruire la civilisation occidentale en facilitant l'immigration, particulièrement de musulmans, en Amérique. Donc vous voyez un croisement extrêmement intéressant, mais qui n'est pas unique. Quelques mois plus tard, en 2019, toujours aux États-Unis, un jeune type qui s'appelait Patrick Crusius a fait éruption dans un centre commercial à El Paso, au Texas, et a assassiné à bout portant une vingtaine d'immigrés hispaniques. Alors, on pourrait se demander qu'est-ce que ça a à voir avec l'antisémitisme et l'islamophobie. Eh bien, le fait est que ces gens-là ont pris pour habitude maintenant de laisser des tracts et des manifestes derrière eux, à l'exemple de Anders Breivik, et que Patrick Crusius également. Donc Breivik, Norvège. Voilà, Breivik, Norvège en 2011, 77 morts, pour arrêter l'islamisation de la Norvège et du monde occidental. Mais donc à El Paso, Patrick Crusius mentionne explicitement le grand remplacement de Renaud Camus dans son tract et se réfère lui aussi à l'idée de génocide blanc et le rôle des Juifs dans le génocide blanc, etc., et exprime également son admiration pour l'autre tueur. Excusez-moi pour tous les noms que je suis obligé de vous donner, mais Trenton Barrant, le tueur de Christchurch, 55 victimes, si je ne me trompe pas, dans 2 mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Et donc, si vous voulez, ils déclarent leur admiration mutuelle dans les manifestes qu'ils laissent. Il y a d'autres exemples. Il y a eu un attentat raté en Norvège en 2019 par Philip Manshaus, de son nom, qui a fait irruption dans une mosquée dans la municipalité de Bærum, à l'ouest d'Oslo, mosquée qu'il a trouvée vide, car dans son ignorance de l'islam, il pensait que la mosquée serait pleine un samedi. Et donc, les fidèles ont eu bien de la chance. Elle a été maîtrisée par les 2 seuls fidèles qui étaient là, qui se trouvaient être des vétérans de l'armée pakistanaise. Mais le danger était réel. L'homme était armé de fusils automatiques et il avait assassiné ce matin-là sa propre sœur adoptive, qui était d'origine chinoise et qu'il voyait comme une menace pour la pureté de la race blanche, etc., etc. Dans les écrits, de nouveau, qu'il a laissés, il y a des idées antisémites. Les antisémites propageraient le féminisme. Les juifs propageraient le féminisme. Des idées islamophobes sur l'islamisation de la Norvège et de l'Europe, mais également des idées homophobes, etc. Tout cela constitue un système de pensée très cohérent, selon moi. Et donc ces croisements sont quelque chose de très facile à observer dans les formes d'extrémisme qu'on trouve aujourd'hui. Je ne vais pas tous vous les citer, donc je vous en donne encore un que je trouve particulièrement intéressant, un autre attentat raté en 2019 en Allemagne, dans une synagogue, la synagogue de Halle, par un type qui s'appelle Stéphane Bouliette. De nouveau, le danger était véritablement là, le type était armé. Il n'a pas réussi à faire irruption dans la synagogue. Il a d'abord assassiné une passante à bout portant et s'est ensuite dirigé vers un restaurant turc où il a assassiné un client. Ce qui est très intéressant dans ce personnage, c'est qu'il s'est soulagé de n'avoir pu tuer de juifs en tuant un musulman. Et de nouveau, il a laissé un tract, le grand remplacement, le génocide blanc, le rôle des juifs dans le féminisme, dans le multiculturalisme, etc., ainsi que le rôle des musulmans. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là et puis peut-être répondre à tes questions, Sarah. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je vais, avant de revenir sur ta présentation et sur le livre, je vais d'abord te demander un petit commentaire, parce qu'à un moment dans ta présentation, tu parles de mesures qui rendraient jaloux certains partis d'extrême droite aujourd'hui. Tu es à Paris aujourd'hui, nous sommes en pleine période de campagne préélectorale.
comment, alors je rappelle donc que tu es installé en Angleterre, tu es chercheur en histoire là-bas. Vu d'Angleterre, comment tu vois la France par rapport justement à ces questions-là d'antisémitisme, d'islamophobie, surtout en cette période? Eh bien, j'ai évidemment un regard externe sur la France, puisque je n'ai jamais vécu en France, mais je pense connaître un petit peu la France, que je visite fréquemment. Mes confrères, mes consoeurs et moi qui connaissons la France sommes d'avides lecteurs de publications françaises, évidemment, et je pense qu'il ne serait pas mentir de dire que nous sommes atterrés par ce qui se passe en France depuis quelques années. Toutes les tendances qui existent en France existent partout dans le monde occidental. Mais les tendances dont j'aimerais parler en particulier sont généralement très situées à l'extrême droite ailleurs, enfin, notamment au Royaume-Uni, que je connais mieux peut-être que le reste de l'Europe. Et pourtant, ce sont des idées qui sont aujourd'hui dominantes dans l'espace public français. Une idée fondamentale, c'est le déni de l'islamophobie, qui existe partout dans le monde. C'est vraiment une idée globale aujourd'hui, mais qui est relativement bien située à l'extrême droite au Royaume-Uni. Par exemple, on la retrouve chez une autrice du nom de Melanie Phillips, qui vient d'une sorte de background d'islamophobie ultrationniste. Mais ce déni-là n'existe pas dans le mainstream, si vous voulez, de la politique, de la même manière qu'il existe ici. Je vous donne un exemple tout bête. Le Parti conservateur a été accusé d'entretenir l'islamophobie. Le Premier ministre Boris Johnson a demandé une enquête. Et bon, l'enquête a été étouffée, n'a pas mené à grand-chose. Et je pense que la plupart des membres du Parlement du Parti conservateur étaient très satisfaits avec tout cela. Mais personne n'est allé jusqu'à prétendre que l'islamophobie n'existait pas. Ce n'est pas quelque chose qui se dit. Alors qu'en France, l'invocation même de l'islamophobie a un coût énorme, puisque vous êtes automatiquement accusé par des représentants de l'État français, par des ministres de l'État français, comme étant des islamo-gauchistes, donc des complices du djihadisme en quelque sorte. Donc c'est une accusation quand même très très lourde et qui n'est pas proférée de la même manière ailleurs dans le monde occidental. Il y a évidemment une normalisation, une libération de la parole raciste. Nous sommes tous au courant de cela, et qui mène à une diabolisation de l'antiracisme que personnellement je trouve plus virulent qu'ailleurs peut-être. Mais de nouveau, ce n'est pas un point de vue quantitatif que je suis en train de vous donner, c'est un point de vue purement subjectif, et peut-être que je me trompe. Mais ce qu'on appelle le white lash aux États-Unis, donc la réaction contre l'antiracisme, contre les discriminations positives, etc., de nouveau est très situé dans le Parti républicain, alors que la diabolisation de l'antiracisme, de la lutte contre l'islamophobie, de l'intersectionnalité, des critical race theory, etc., est plutôt généralisée en France et transcende les familles politiques. Comme le déni d'islamophobie d'ailleurs qui transcende les familles politiques. Et donc tout cela m'amène à dire que l'extrême droite, pour moi, a déjà gagné. Ça fait plusieurs années. Ce n'est pas spécifique à la France de nouveau. Le Brexit a gagné. Le Brexit qui symbolise ce repli sur soi et cette xénophobie a gagné la bataille. Le white lash représenté par le président Trump a également gagné. Il est toujours là, malgré la présidence Biden. Il est sous la peau. Il a complètement monopoliser le parti républicain dont la direction semble aller par là. Et en France aussi, sincèrement, l'extrême droite a gagné les guerres culturelles pour une génération. Je pense que c'est fini. Ce n'est pas la victoire qu'espérait Jean-Marie Le Pen, puisque le Front National ou le RN n'est pas à l'Élysée, mais les idées sont les idées dominantes
de la quasi-totalité des élites intellectuelles et politiques aujourd'hui. C'est un constat, évidemment, qui m'attriste. Il y a peut-être une chose que je devrais également mentionner, c'est que historiquement, la France a une place centrale dans la production de textes. Alors peut-être que c'était évident dans la présentation que j'ai donnée tout à l'heure. Le Grand Remplacement est un texte qui est extrêmement influent dans les extrêmes droites du monde entier en ce moment, particulièrement chez les suprémacistes blancs et les néo-nazis, donc les plus extrêmes des extrémistes. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce sont des idées qui ont également une influence sur des gens qui prennent les armes et qui vont défendre la civilisation occidentale contre le grand remplacement, etc. Cette centralité de la France dans la production de textes existait déjà au XIXe siècle dans le contexte de l'antisémitisme, puisque les textes principaux du complotisme antisémite, par Roger Gougenot des Mousseaux ou Édouard Drummond, etc., sont des textes français. Les protocoles des sages de Sion ne sont pas un texte français, ce sont les études récentes. Je veux bien en parler si cela intéresse l'audience. Mais il y a quand même cette centralité de la France dans un réseau si vous voulez, de chambres à écho et d'échanges d'idées et de textes dans le monde, qu'est-ce qu'on dira, raciste pour simplifier les choses. Tu avais évoqué tout à l'heure la figure du juif et du sarrasin au Moyen-Âge, l'époque des croisades. Dans les retours qu'on a eus, que ce soit, des retours qu'il y a eu, que ce soit sur ton texte, sur le compte rendu que nous avons publié sur Orient 21 de ton essai, il y a ce reproche qui revient concernant le fait de parler donc des deux figures, donc le musulman et le juif au Moyen-Âge, alors que on part du principe qu'il y avait ce que certains qualifient comme un impérialisme musulman au Moyen-Âge, donc, et de dire, en fait, le statut, les musulmans au Moyen-Âge n'avaient pas le statut de minorité qu'avaient les juifs, que ce soit parce que les juifs étaient minoritaires à la fois dans le monde occidental et à la fois dans le monde arabo-musulman. Et du coup, voilà, donc ça ne marche pas, le fait de les mettre comme ça en parallèle. Que réponds-tu à cette critique? Alors, l'impérialisme musulman. Il y a eu des empires musulmans. Il y a eu les Abbassides, il y a eu les Ottomans, etc. Il y a eu des empires dans toute l'histoire de l'humanité. Les empires, en général, fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'un État central annexe des terres pour pouvoir augmenter le nombre de personnes qui payent des taxes, pour renflouer les coffres du gouvernement central. C'est un phénomène qui existe, qui n'a rien de particulièrement musulman. Je ne pense pas qu'à l'époque médiévale, il y avait un danger d'impérialisme musulman en Europe. Il y a eu évidemment une expansion de l'Empire ottoman au XVIe et au XVIIe siècle. Enfin, l'Empire ottoman était en but contre deux autres empires, à savoir la Russie tsariste à partir du XVIIIe siècle et l'Empire des Habsbourg, qui se disputaient les mêmes terres souvent. J'ai un problème avec l'application de termes qui sont typiques de l'historiographie européenne à d'autres régions du monde, car je pense que c'est une manière d'occulter une histoire. J'ai le même type de problème avec l'idée d'esclavage musulman. Je pense que c'est une stratégie discursive qui consiste à occulter le fait que la traite des Noirs, telle qu'elle s'est développée en Europe, le commerce transatlantique d'esclaves, était quelque chose d'absolument unique dans l'histoire de l'humanité. On parle quand même de 12 millions d'individus qu'on a déplacés vers le continent américain et dont 10% sont morts pendant le voyage. Et il y a le traitement d'esclaves dans ce système qui est transformé en objet, qui n'a pas vraiment d'équivalent au Moyen-Orient. Il y a des esclaves. J'ai des amis, des collègues qui travaillent sur l'esclavage en Iran qui a duré jusqu'au XXe siècle,
quelque chose de nouveau occulté par les historiens iraniens. C'est très important de faire ce travail-là, mais ce n'étaient pas des objets. Et les nombres dont on parle sont quand même négligeables comparés à... Et je pense qu'il y a un petit peu de cet esprit-là dans l'idée d'impérialisme musulman, etc. Outre cela, l'idée selon laquelle, enfin l'argument selon lequel les Juifs étaient minoritaires, etc., enfin, c'est tout simplement faux. Enfin, j'ai mentionné 3 contextes, en tout cas, où des princes musulmans régnaient sur des sujets juifs et musulmans, en Sicile, dans le royaume de Jérusalem, etc. Donc, il y a des cas historiques qu'on peut étudier où on peut observer un traitement similaire. Et il faut tout de même reconnaître que ce n'est pas sous les princes musulmans que les Juifs ont été forcés à l'exil ou forcés de se convertir. Il y a eu des situations similaires sous les Almoravides et les Almohades, mais les violences antisémites systématiques qui existent au Moyen-Âge sont une spécificité de l'histoire européenne. Le statut de dhimmi, qui a mauvaise presse aujourd'hui, est un statut inférieur pour les chrétiens et les juifs, mais c'est un statut protégé qui rend plus difficile les exactions. C'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus rares. Ce n'est pas étonnant si l'un des arguments principaux de la littérature anti-palestinienne est principalement que les Juifs d'Orient ont vécu à peu près le même destin sous les princes musulmans qu'aujourd'hui. C'est quelque chose qui est extrêmement problématique comme argument historiquement. Enfin, c'est vérifiablement faux, si on peut s'exprimer ainsi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai... Oui, très bien. Tout à l'heure, en évoquant justement donc, la période de l'Andalus et la Reconquista, etc., donc l'Andalus qui a été quand même un exemple de civilisation judéo-arabe. Et aujourd'hui, on ne cesse de rappeler, évoquer tout le temps les racines judéo-chrétiennes, où on parle tout le temps de la civilisation judéo-chrétienne européenne. Est-ce qu'une telle qualification, est-ce que comment dire, cette nomination-là, cette expression-là a du sens pour toi historiquement? L'idée d'une civilisation judéo-chrétienne date des années 50. C'est une invention très moderne. Je pense que si vous alliez à Auschwitz en 1945, quand les camps ont été ouverts, et que vous disiez aux rescapés qui sont les membres d'une civilisation judéo-chrétienne, je pense qu'ils vous auraient regardé avec des grands yeux. L'histoire de la civilisation chrétienne, si une telle chose existe, personnellement, j'ai un problème avec toutes ces grandes catégories, mais c'est une histoire anti-judaïque. Si le judaïsme existe, c'est parce que le judaïsme n'est pas le christianisme. Et le christianisme existe parce qu'il n'est pas le judaïsme. Je pense que la civilisation judéo-chrétienne est une idée qui a été inventée avec... l'intention était positive. L'intention était d'intégrer au lendemain de la Shoah l'histoire juive à l'histoire européenne. Mais très clairement, depuis quelques années, la civilisation judéo-chrétienne est mobilisée pour rejeter un troisième groupe. Et il y a notamment, il y a plusieurs historiens, notamment un américain dont le nom m'échappe, Bouliet, je crois, qui ont écrit des livres très intéressants pour suggérer qu'une civilisation islamo-chrétienne ou islamo-juive sont des concepts qui ont beaucoup plus de crédibilité historiquement que la civilisation judéo-chrétienne. Donc voilà, je trouve qu'aujourd'hui, cette terminologie de civilisation judéo-chrétienne est très située politiquement dans un contexte conservateur et un contexte de rejet anti-musulman, voire d'islamophobie explicite. Tout à l'heure, justement, on avait, tu l'as évoqué rapidement, mais justement, l'idée, c'était de revenir dessus. Le nouvel antisémitisme, donc effectivement, il y a en France un discours qui se développe et qui voilà, affirme que l'antisémitisme aujourd'hui et les actes antisémites, ils ne sont plus le fait de ni l'extrême droite, ni de groupes néo-nazis, etc., mais c'est... Alors, on va dire les banlieues, les quartiers populaires, etc. Donc,
on comprend Les bien, ce musulmans. sont les musulmans, voilà, c'est pour le dire de manière moins pudibonde. Bah, déjà, enfin voilà, tu penses de cette affirmation et est-ce que du coup, pour toi, il y a une volonté de jouer l'un contre l'autre et donc de jouer l'antisémitisme contre l'islamophobie? Absolument. Je pense que le nouvel antisémitisme s'inscrit dans la continuité de ce discours anti-palestinien que j'ai décrit avant et que la présomption d'antisémitisme qui est formulée contre les Palestiniens, etc., est étendue à la totalité des musulmans, particulièrement aux musulmans vivant en Europe. D'une pierre deux coups, on formule un point de vue islamophobe et enfin, tout en donnant l'impression qu'en fait on est antiraciste, etc., etc. Évidemment, c'est une idée qui a une certaine histoire, mais je pense que son propagateur le plus connu en France est Pierre-André Taguieff, qui est un personnage intéressant, sur qui j'ai beaucoup travaillé. Donc, quelqu'un qui travaillait sur le racisme et le complotisme et qui aujourd'hui propage le complotisme raciste en éditant Bâtilleur, par exemple. C'est quand même très facile. Bâtilleur, donc pour du coup rappeler qui est donc l'autrice du livre, enfin, si vous pouvez peut-être le rappeler un peu qui est Bâtilleur. Ma compatriote suisse Bâtilleur est la doyenne, si vous voulez, du discours d'islamisation de l'Europe. C'est également un personnage très important de la littérature anti-palestinienne et quelqu'un d'extrêmement influent puisqu'elle a accès au couloir du pouvoir, notamment aux États-Unis. On l'a souvent vue à Washington donner des débriefs au Sénat sur l'islam puisqu'on la présente comme une spécialiste de l'islam. Et vraiment, son argument principal est que l'antisémitisme, c'est l'ADN, l'essence immuable de l'islam et des musulmans. Et qui est donc l'autrice du livre Rabia, donc qui théorise aussi la question du grand remplacement. Rabia, qui est, voilà, exactement, c'est une variante sur le même thème de l'islamisation de l'Europe, donc le complotisme islamophobe que j'ai comparé personnellement dans un article au protocole des sages de Sion. J'essaie de montrer les parallèles qui existent entre le complotisme islamophobe et le complotisme antisémite à des périodes différentes, donc comme tu as dit, qui ne sont pas synchroniques. Donc, pour en revenir au nouvel antisémitisme, donc, la thèse de la nouvelle judéophobie ou du nouvel antisémitisme postule qu'il y a un antisémitisme nouveau, évidemment, qui ne serait pas le fait de l'extrême droite, mais de la gauche, qui ne s'exprimerait pas avec des insultes anti-juives, mais avec de l'antisionisme, et qui est principalement le fait de résidents européens d'origine musulmane, si on veut l'exprimer ainsi. Donc, c'est l'une des thèses de l'antisionisme égale antisémitisme, une des variantes. Et c'est aussi la première expression de l'idée d'islamo-gauchisme. Je pense que Taguieff est assez ouvert sur le fait qu'il est un petit peu il est l'éminence grise derrière cette idée qui est aujourd'hui acceptée de manière non critique dans l'espace public. La thèse prend ses racines dans des faits avérés, je pense que c'est très important de le mentionner, d'augmentation d'actes antisémites en l'an 2000 et en l'an 2001, chose qui avait été enregistrée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, donc en France, la CNCDH. Et il y a également il y a eu un certain nombre d'assassinats de personnes juives en France qui ont été motivés par des idées antisémites. Il y a eu évidemment Ilan Halimi, il y a eu Lucie Attal Halimi, Mireille Knoll, il y a eu les 4 victimes juives de Mohamed Merah et les 4 victimes de l'hypercacher. Alors, la critique de la thèse la thèse du nouvel antisémitisme explique que, premièrement, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien qui nous autorise de parler de quelque chose de nouveau dans l'antisémitisme. Notamment le fait qu'il est situé à gauche. Les rapports de la CNCDH, depuis, année après année, je vous conseille de les lire, ils sont accessibles publiquement, ils sont très intéressants, très bien faits par des gens très sérieux, contrairement au discours, si vous voulez, public.
année après année, la CNCDH démontre que l'antisémitisme en France reste très situé parmi deux groupes, principalement les électeurs du RN et les catholiques pratiquants. Et qu'il n'y a absolument aucune preuve qui soit plus prégnant chez les immigrés, qu'ils soient musulmans ou autres. Et hier soir, j'étais dans un panel avec Jean Stern et Dominique Vidal, Dominique Vidal notamment, qui a passé des années à se rendre en banlieue, dans les lycées, à parler aux lycéens, etc. Il a rencontré 40 000 élèves dans des écoles de banlieue et qui vous dira tout cela n'est absolument pas objectivement observable quand on connaît la banlieue, quand on est allé dans ces endroits-là pour parler avec ces jeunes dont on parle. La réalité est que l'antisémitisme, toujours selon la CNCDH, est en net recul en France. Donc, il y a deux chiffres que je trouve intéressants. Au lendemain de la guerre, le pourcentage de Français qui estimaient que les Juifs étaient des Français comme des autres était de 33% au lendemain de la guerre. Dans le dernier rapport de la CNCDH, c'était 90%. Donc, net recul de l'antisémitisme. L'une des thèses de nouveau problématiques du nouvel antisémitisme, c'est qu'il bénéficie de la bienveillance des autorités. Ce qui est faux, enfin, je veux dire, les autorités françaises s'émeuvent à chaque profanation de cimetières juifs, bien qu'ils restent silencieux sur la profanation de cimetières musulmans. Il y en a eu un, je crois que c'était à Mulhouse, il y a 3 jours, il y a un silence de mort sur ce cas. Je pense qu'on ne peut pas raisonnablement arguer que les autorités sont bienveillantes avec l'antisémitisme. Il y a un dispositif législatif très bien financé qui existe en France pour lutter contre l'antisémitisme. Et lié, donc, cet argument, il y a un argument qui est lié à celui-ci, qui est que cet antisémitisme s'exprime aujourd'hui librement. Mais de nouveau, c'est faux. Enfin, Jacques Soral est en prison. Éric Zemmour ne l'est pas. Donc, voilà. Le but de ce discours sur le nouvel antisémitisme, très clairement, comme je disais, dans la continuité de la littérature anti-palestinienne, est d'encenser les pratiques coloniales de l'État d'Israël et de diaboliser la cause palestinienne. Pour moi, il n'y a rien d'autre. Et je pense qu'il y a un consensus quasi universel sur la question chez les gens qui sont des experts du racisme. Et en France et outre-Manche, où on s'est penché aussi sur la question. Alors, dernière question avant de donner la parole à la salle ou aux participants sur Zoom. C'est ce qui est frappant aussi en lisant ton livre, et tu en as parlé tout à l'heure, tu avais rappelé les travaux d'Ernest Renan, etc. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a donc toutes ces catégorisations qui datent quand même du 19e siècle et qui sont encore prégnantes aujourd'hui. C'est-à-dire que, alors on ne va plus parler de race sémitique aujourd'hui, mais de langue sémitique, de peuple sémite, ce sont des catégorisations qui existent encore aujourd'hui. Comment expliquer ça? Comment expliquer qu'elles ont survécu à toute cette période? C'est la question à 5 francs belges. Je pense que, je m'aventurerais à dire que c'est probablement dû au fait que la critique systématique d'un discours existant est plus difficile que la reprise du discours existant. Donc il y a un obstacle, si vous voulez, à opérer une dissection de ces concepts et c'est une opération qui n'a jamais été menée à sa fin logique, si vous voulez. Il est vrai que l'idée de race sémitique existe encore. Jusque dans les années 60, par exemple, la défense principale des pro-palestiniens qu'on accusait d'antisémitisme était de dire nous ne pouvons pas des antisémites, nous sommes des sémites nous-mêmes. Même plus récemment, Bachar al-Assad avait même sorti ça il y a quelques années. Très bien. Je pense qu'il est indéniable que Ernest Renan connaît une nouvelle faveur en ce moment. Vous avez des grands intellectuels, si on peut les appeler ainsi, qui les citent, comme Yvan Rioufol. Les citent mal, puisqu'ils pensent que quand Ernest Renan, en 1852,
parle d'islamisme, il parle d'islamisme moderne, qui pourtant n'existait pas du tout à l'époque, il parle tout simplement d'islam. Mais bon, ce sont les problèmes de votre intelligentsia moderne. Mais cela n'a rien d'étonnant. Je vous donne un autre exemple. L'idée qu'il existe des races, d'accord, et que ces races ont des capacités intellectuelles, psychologiques, etc. différentes, a été démolie en 1910 par un anthropologue allemand à l'Université de Columbia qui s'appelait Franz Boas. Donc, scientifiquement, l'idée de race était complètement, il avait été prouvé que c'est objectivement insoutenable. Et pourtant, après 1910, le concept de race a eu de très beaux jours devant lui, jusqu'aujourd'hui. Donc, il y a aussi, je pense, une coupure entre les recherches qui se font sur certains concepts tels que celui de race et les idées qui perdurent dans la société à propos de ces mêmes. Et peut-être que le problème réside avec nous et qu'on n'a pas réussi à communiquer clairement, mais il y a également le problème du déni et du rejet. Le livre de Sarah Mazouz sur la race, qui est un livre admirable qui a été publié dernièrement, explique très bien le concept de la race et pourquoi nous autres qui travaillons sur le racisme l'employons. Mais sa voix est couverte par la cacophonie généralisée qui prétend que c'est en fait nous les racistes puisqu'on utilise le terme. Et qu'il suffirait de ne pas utiliser le terme pour que le racisme cesse d'exister. Il suffirait de l'interdire dans l'Assemblée nationale, enfin d'interdire le mot race dans la Constitution et la législation, et pouf, le racisme disparaît. Il y a aussi ce problème-là. Donc il y a une espèce d'instrumentalisation également pour poursuivre des buts politiques qui sont propres à chacun. Et cela explique la persistance de certaines idées, de certains termes. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Il y en a. Alors, on gardera, donc on vous, malheureusement pour des raisons sanitaires évidentes, on ne vous donne pas le micro, donc il faut le tenir. Mais voilà, mais du coup. Merci pour cet exposé. Je voulais revenir sur 2 points. Au début de votre présentation, vous avez dit qu'à la fois l'islamophobie, l'antisémitisme sont des racismes de nature conspiratoriale. Cependant, dans votre développement sur le 19e siècle, vous êtes surtout centré sur ce qu'il y avait de commun dans, on va dire, le ressentiment anti-musulman et l'antisémitisme, la racialisation et aussi l'orientalisation, même si vous n'avez pas employé ce terme. Cependant, ce qui est quand même central dans l'antisémitisme moderne tel qu'il se développe au XIXe siècle, c'est l'association des Juifs au pouvoir. Mais à ma connaissance, cette association n'a pas lieu au XIXe siècle. Dans le cas des musulmans, et les récits conspirationnistes se développent seulement dans le cadre de l'islamophobie à partir du début des années 80, ce qui distingue justement l'islamophobie d'un simple ressentiment anti-musulman, anti-arabe. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur ce point-là? Et le deuxième point concerne la thèse du nouvel antisémitisme et sa critique. Je suis d'accord avec vous que souvent la thèse du nouvel antisémitisme est déployée dans le cadre d'un récit de stigmatisation des populations musulmanes. Cependant, la critique de cette thèse tombe, à mon sens, souvent dans certains travers, dans la mesure où alors, elle ne prend pas forcément en compte d'autres statistiques qui peuvent être discutées, par exemple les travaux de Günter Yüceli qui montrent qu'il y a une certaine propension à un antisémitisme explicite plus forte chez les populations musulmanes dans différents pays d'Europe. Deuxièmement, elle a tendance à projeter l'antisémitisme sur le camp opposé en disant voilà, l'antisémitisme c'est surtout l'extrême droite. Donc, et justement pas déployer un concept structurel d'antisémitisme, c'est-à-dire que l'antisémitisme, dans la mesure, si on considère que l'antisémitisme est un phénomène structurel, il se déploie dans l'ensemble de la société, connaît des déclinaisons diverses dans des contextes culturels et politiques donnés.
Et troisièmement, juste sur cette question de la CNCDH et de Dominique Vidal et de la critique de la thèse du nouvel antisémitisme, j'ai quand même l'impression souvent que la critique réduit l'antisémitisme à une seule question de préjugés, alors que souvent elle se déploie d'un point de vue qui est antiraciste, qui considère que le racisme, justement, n'est pas juste une question de préjugés, mais qu'il est quelque chose de structurel à l'ensemble de la société. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une mécompréhension sur l'antisémitisme dans la mesure où il n'est effectivement pas articulé par l'État et par les institutions et qu'il se reproduit en quelque sorte par le bas. On peut très bien avoir une tabouisation de l'antisémitisme dans l'espace public et en même temps sa reproduction dans l'ensemble de la société. Et ce point-là, en tant que, pas justement centre de préjugés, mais vision du monde. Et ce point-là, il me semble être le point aveugle de la critique du nouvel antisémitisme. Peut-être Merci une beaucoup. par une, parce que là, ça fait déjà plusieurs questions. Donc peut-être je laisse Oui, répondre. alors sur le complotisme, vous avez raison. Je ne me suis pas encore étendu sur le sujet, mais je veux bien le faire maintenant. Excusez-moi. Il y a un complotisme antisémite qui est né au 19e siècle et qui croit en un pouvoir juif et un projet souterrain pour dominer l'Europe, si ce n'est le monde. Donc ce projet de domination, il est formulé par des auteurs tels que Gougenot de Mousseau, tout d'abord, mais Édouard Drummond, La France juive, ainsi que d'autres antisémites. Et je pense que le paroxysme est atteint avec les protocoles des Sages-Lucions, qui est un livre qui a eu le succès que l'on sait, notamment sur les nazis. Mon propos est de dire qu'il s'agit là d'une forme de racialisation. Parce que dans ma description de la racialisation, il y a racialisation biologique égale racialisation culturelle. Mais les deux sont toujours ensemble. C'est-à-dire, je ne pense pas, contrairement à Léon Poliakov ou à Hannah Arendt, qu'il y a un racisme, il y a par exemple un anti-judaïsme religieux jusque dans les années 1860, et paf, après on passe tout de suite à de la racialité. Je pense qu'il y a toujours eu les deux éléments à des degrés divers. Mais l'apparition de ces théories du complot marque un tournant et un élément supplémentaire de racialisation, puisqu'il présume l'intentionnalité d'un grand groupe, et l'intention de ce grand groupe est effectivement la destruction de la civilisation occidentale, en général. Donc, le juif est transformé en non seulement l'autre méprisé, etc., mais c'est également une menace existentielle pour nous, une menace existentielle qu'il faut arrêter à tout prix, ce qui explique certaines exactions antisémites et dans certaines mesures également la Shoah. Il y a ensuite les théories du complot islamophobes. J'en retrace les origines aussi au 19e siècle, au début du 20e. Enfin, il faut reconnaître que leur histoire ne commence véritablement qu'avec le 11 septembre. Quand l'idée d'une menace musulmane devient beaucoup plus crédible qu'avant. Je pense qu'avant 2001, la figure du musulman ou de l'arabe qu'on rencontre dans le cinéma, par exemple, est une figure d'ineptitude. Ce n'est pas quelqu'un qui va réussir à... Mais le 11 septembre transforme complètement les points de vue. Nous pouvons observer une série de publications avec Oriana Fallaci, Batior, etc., jusqu'à Renaud Camus, un très grand nom écrit en français, qui suggère que la population musulmane d'Europe est également en train de travailler souterrainement pour créer un ordre basé sur la charia et le djihad. Et les chiffres qui sont avancés par Jean Raspail, etc., sont en général des chiffres démographiques qui sont déformés, et ce qui mène à des pronostics déformés, selon lesquels dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, il y aura une majorité musulmane en Europe. Jean Raspail a prophétisé dans le Figmag en 1980, il a dit en 2015, les musulmans seront la majorité en France. La date est passée. Et cela n'a absolument pas enlevé la
crédibilité, si vous voulez, de la théorie. On n'y croit pas parce qu'il y a des chiffres, on y croit pour d'autres raisons. Et là aussi, il y a une racialisation que l'on trouve très clairement dans les écrits de Renaud Camus, qui prétend que les immigrés musulmans sont inconsciemment des soldats. C'est-à-dire que l'intentionnalité des Juifs avant ou des musulmans aujourd'hui n'a aucune espèce d'importance. C'est leur nature même de comploter contre nous. C'est leur nature même de vouloir détruire la civilisation occidentale. Donc là, il y a un parallélisme très frappant. Par contre, vous avez parfaitement raison que dans les modalités, les méthodes de complotisme des Juifs et des musulmans, il y a des différences. Les Juifs sont décrits comme une minorité puissante, que ce soit les 12 sages de Sion ou même la population juive dans sa totalité au XIXe siècle, on parle tout de même d'une petite population, mais qui peut ourdir cet énorme complot à dimension planétaire grâce à ses moyens financiers et son contrôle sur les médias. Ces deux thèmes apparaissent constamment dans Drummond, dans les protocoles des sages de Sion, etc. Leur pouvoir financier infini et leur pouvoir sur l'esprit des gens à travers les médias. La méthode des musulmans, selon les théories, est différente puisque c'est le grand nombre, c'est l'inverse. C'est par le grand nombre et c'est par la submersion démographique que leur projet est en train d'être ourdi. Donc là, il y a une différence nette. Cependant, à l'intérieur de cette différence, il y a encore des similitudes, puisque Batior, par exemple, part du principe que les musulmans ont accès à des pétrodollars en quantité infinie. Que les États arabes ont une quantité infinie de pétrodollars, c'est une idée très 1973, le choc pétrolier, etc., mais qui n'a pas été mise à jour et qui ne prend pas en compte de la réalité du rapport de pouvoir entre l'Europe et le monde arabe, qui est exactement l'inverse. Elle suggère également, donc en reprenant des thèses qu'on retrouve dans le protocole de Sages de Sion, presque inconsciemment, elle suggère également que les médias sont aux mains des musulmans, que toute cette idée de la civilisation islamique, de Al-Andalus, etc., tout ça, c'est la propagande arabienne pour la transformation civilisationnelle qui est en train de m'être mise en œuvre. Donc voilà pour le complot. Donc vous avez parfaitement raison, il y a des éléments qui sont différents et il faut absolument le souligner. Pour rester sur le même sujet, est-ce qu'en t'entendant parler, on a l'impression que la France est une terre particulièrement fertile et disposée pour les théories du complot? Comment tu expliques ça? Alors, je ne sais pas si j'arrive à l'expliquer. Je le constate. Peut-être qu'il y a des raisons historiques. Pour moi, les théories du complot, j'essaie de définir très rigoureusement parce que c'est quelque chose qui est, enfin, le terme même est problématique, il est très chargé, il est très normatif. Il suffit de dire telle chose est une théorie du complot pour discréditer un discours. Et c'est un discours qui est aussi relativement bien situé dans un contexte politique conservateur, voire néoconservateur. Donc, il faut vraiment le définir de manière très précise. Mais force est de constater que c'est quelque chose de moderne et qui émerge au lendemain de la Révolution française. La raison en est simple, c'est qu'auparavant, c'était les phénomènes naturels qui étaient inexplicables pour nos ancêtres. Où va le soleil pendant la nuit? Que sont les étoiles? Pourquoi est-ce qu'il y a une mauvaise moisson? Etc. etc. C'est pour ça qu'on créait des déités qui nous expliquaient ces mystères. Mais quand on arrive au XVIIIe siècle, ces choses-là ne sont plus mystérieuses, en tout cas plus pour le public européen lettré. Ce qui est inexplicable sont les grandes transformations sociopolitiques, notamment la Révolution française, qui, si vous relisez les textes d'époque, est un phénomène absolument incompréhensible. Et environ une décennie de réflexion plus tard, on voit l'émergence de la première théorie de complot moderne par l'abbé Baruel, qui nous explique que la Révolution française est le fait des francs-maçons et des Illuminati, enfin des groupes réels, mais souterrains, qui se prêtent bien, si vous voulez, à ce genre de complotisme,
Et ensuite, Simonini va dire que les francs-maçons et les juifs travaillaient ensemble, etc. Enfin, l'émergence de l'idée du complot judéo-maçonnique. Donc peut-être que cette histoire-là qui se prête à cela, mais il est tout à fait vrai que, de nouveau, la France a une place centrale. Les théories d'islamisation aujourd'hui, les modèles principaux sont Eurabia et le grand remplacement. Donc, Renaud Camus. Donc. Voilà, Renaud Camus. Donc Batior est suissesse, elle n'est pas française, mais elle écrit principalement en français, et Renaud Camus. Et ces idées-là, évidemment, ont des avatars dans la langue anglaise, en allemand, en russe, en persan, mais les avatars reprennent les lignes principales de ces textes qui sont fondamentaux et qui circulent très bien. Notamment le grand remplacement qui circule très bien parce que c'est très simple. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu le livre. Moi, je l'ai lu. C'est une série de discours qui se répètent sans cesse. Donc, l'idée de base est relativement simple et ça ne remplirait pas. Enfin, c'est pas vraiment. Et cela explique son succès. Batior, au contraire, c'est absolument illisible. C'est un pavé, il y a une grosse bibliographie, il y a plus de notes de bas de page que de texte. Donc, ça a un air de travail de recherche sérieux, etc. Mais ce qui explique son succès, c'est qu'un très grand nombre de propagateurs ont disséminé ces idées, les ont simplifiées, et ces idées se sont retrouvées maintenant dans des programmes de partis d'extrême droite, etc., etc. Mais oui, mais ces textes ont été écrits en français et je ne voudrais pas m'aventurer plus que cela à donner une explication, car je ne voudrais pas tomber dans les généralisations. Qu'est-ce qu'on disait? Ah, oui, la suite des questions de monsieur. Le nouvel antisémitisme. Oui, alors vous avez tout à fait raison. Le racisme, il y a deux aspects. Il y a l'aspect que tout le monde connaît, c'est-à-dire le préjugé individuel envers une personne. Ce qui est la partie, si vous voulez, explicite du racisme, la partie visible, la partie la moins importante. L'aspect beaucoup plus important est le caractère systémique et institutionnalisé du racisme, qui est en fait un régime de pouvoir pour dominer des groupes minoritaires dans la société, en leur niant l'égalité de chance, notamment, etc., etc. Vous avez tout à fait raison. Tous les discours sur le nouvel antisémitisme et tous les discours contre le nouvel antisémitisme sont essentiellement focalisés sur le premier élément de préjugés personnels. Et je connais très peu, à vrai dire, je ne connais aucun travail de recherche sérieux qui se soit posé la question de l'antisémitisme structurel, que ce soit en France ou aux États-Unis. Peut-être que c'est moi qui connais mal, mais je crois que c'est un angle mort de la littérature sur l'antisémitisme. Comment est-ce que je pourrais me l'expliquer? Peut-être la raison en est que traditionnellement, le champ d'études sur l'antisémitisme et le champ d'études de la critical race theory, notamment, aux États-Unis, sont très séparés, étant donné que c'est des individus qui ont des sympathies politiques très différentes. Et je pense que, en tout cas dans les études de l'antisémitisme et de la Shoah, il y a eu un courant qui n'était peut-être pas majoritaire, mais qui était un courant important, qui était le courant de la singularité de la Shoah, et qui, en postulant la singularité de l'antisémitisme, a peu communiqué avec la critical race theory et donc n'a pas adopté justement ce point de vue structurel, etc. Et le problème de la critical race theory, c'est que pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, la majorité des personnes qui sont impliquées dans ce champ de recherche sont tellement focalisées sur le racisme de couleur aux États-Unis et sa structuration sociale qu'ils ont tendance à considérer les Juifs comme des Blancs privilégiés et Israël comme un État raciste, etc. Donc il y a une communication qui ne se fait pas. Et c'est la raison pour laquelle l'antisémitisme n'est généralement pas considéré comme un racisme. Mais moi, ce que j'essaie de montrer à travers mon travail, c'est qu'il y a entre l'histoire des racismes de couleur, de l'antisémitisme, de l'islamophobie et des autres formes de racisme, il y a évidemment des points de contact. Et on peut dire que tout cela fait partie d'un système de pensée cohérent
qui a une histoire commune. Et c'est une histoire commune qu'il faut sauver de l'oubli. Hannah Arendt l'avait déjà remarqué dans les origines du totalitarisme. Pour elle, l'origine des camps était à trouver dans les colonies. Mais malheureusement, ce point de vue extrêmement éclairant, extrêmement important, a été oublié même par son fan club actuel. Donc, il s'agit de refaire un travail pour montrer les points de contact oubliés. Il y avait une question de... C'est pas besoin. Non, en fait, pour l'enregistrement, alors voilà. Oui. Je vous remercie pour votre présentation. Je remercie infiniment aussi les organisateurs. Je m'excuse, je ne suis pas francophone d'origine. Donc, lorsqu'on aborde ce sujet, on oublie souvent des gens qui ont le statut d'une victime ad hoc. Ce sont les juifs d'origine arabe, les juifs d'origine arabe et les musulmans d'Israël, qui souffrent d'une autre sorte d'exclusion, de marginalisation, de racisme à l'interne. En plus de ça, on oublie souvent que les forces coloniales, surtout l'État colonial français, a joué sur la carte de la séparation entre les Juifs et les musulmans en Tunisie et en Algérie. Et sur la diabolisation quelques cas d'exception. Je me souviens par exemple de la situation en Tunisie. Par exemple, l'État français a considéré Gilbert Naqash comme un diable qui mérite d'être exclu par sa communauté juive tunisienne. En plus de ça, vous êtes suisse. Je m'excuse, je suis vice-président de la coordination des organisations islamiques suisses. Je suis président des Kelly Voix des victimes, c'est une association de droit suisse. Je constate quelque chose. Le victime de racisme n'est pas toujours le même traitement, même statut. Hein. Le victime d'une action antisémite, c'est pas le même. N'a pas le même traitement que le victime d'un agissement anti-musulman. C'est un constat hein, de terrain. Malheureusement, parfois, il y a la représentativité aussi politique et sociale qui favorise les victimes par rapport aux autres. Par exemple, je me souviens l'année passée, une ministre du Parti socialiste suisse a intervenu auprès du conseil scientifique de la Haute École pédagogique de Lausanne pour interdire une conférence sur le Nekba. Ce n'est pas la même chose. Lorsqu'il y a une victime d'une action antisémite, il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup de soutien, de scandalisation. Ce n'est pas la même chose. Nous, on apprend maintenant à éduquer nos enfants en Suisse pour s'intégrer à la dignité du soir. Il ne faut pas évoquer les exigences gastronomiques islamiques. Il faut mentir, dire que... Alors, je vous demandais si vous pouvez résumer un peu parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. C'est ça, j'aimerais bien... Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Puis, parce qu'il y a en plus une question sur Zoom, il me semble. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre question. Je pense que vous avez tout à fait raison. Quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est le rapport de pouvoir qui existe dans la configuration des différents racismes dans différents contextes nationaux. Quand je parlais de l'antisémitisme qui peut exister au Moyen-Orient, particulièrement situé à l'intérieur des cercles islamistes, etc., force est de constater que cet antisémitisme, dû au fait que malheureusement la région a été déjudaïsée, enfin avec certaines exceptions, l'Iran n'est pas complètement déjudaïsé par exemple, la Tunisie non plus. Cet antisémitisme ne s'applique pas sur une cible réelle, donc ni au niveau individuel, ni au niveau systémique. Et l'antisémitisme qui existerait ou n'existerait pas
au sein de la population européenne d'origine musulmane, de nouveau, ne s'applique sur aucune cible réelle, sauf dans les situations interpersonnelles. Mais disons que ce groupe-là n'a pas les moyens de transformer les structures sociales de sorte à nuire à l'égalité de chance, par exemple, ou à dominer les populations juives d'Europe. C'est simplement impossible. Cependant, l'islamophobie qui existe dans ce discours ultrationniste que je décris dans mon livre s'exerce sur des cibles véritables. Premièrement, en Israël, il y a une population, comme vous savez, minoritaire arabe, sans mentionner les 4,5 millions d'Arabes qui vivent sous occupation militaire de l'État israélien. Et c'est leur appartenance à cette ethnie qui définit leur statut dans cette société. Donc, clairement, nous avons affaire à une situation structurelle flagrante, si vous voulez. En ce qui concerne le nouvel antisémitisme, de nouveau, je pense que, étant donné que le nouvel antisémitisme est un discours élitaire, notamment en France, il a joué un rôle très important dans la domination des groupes racialisés d'origine musulmane en Europe, qui sont aujourd'hui essentiellement décrits comme fondamentalement antisémites. Et c'est un argument que l'on retrouve dans tous les traités de déni de l'islamophobie de Pascal Bruckner, Taguieff, etc. Enfin, j'en cite plusieurs dans mon livre, qui consiste à dire ce ne peut pas être des victimes de racisme, puisque eux-mêmes sont fondamentalement des racistes, des antisémites, voire des complices du nazisme. Donc cela démontre l'instrumentalisation de ce discours justement pour la constitution d'une structuration telle que vous l'avez décrite. En ce qui concerne le traitement des victimes, oui, il y a évidemment un traitement qui est différent selon le type de victime du racisme. J'ai un exemple très simple. En Grande-Bretagne, il existe une législation contre la haine raciale. Et c'est une législation qui, en théorie, ne comprend pas les groupes religieux. Cependant, il comprend les juifs et les sikhs, qui sont des précédents du droit britannique, ont été amenés ces dernières décennies à être vus, perçus comme des groupes raciaux. Mais cela ne s'étend pas aux musulmans. Ce qui veut dire que si vous êtes victime d'islamophobie, vous aurez plus de mal devant le système judiciaire à employer toute la force de la législation contre la personne. On va peut-être prendre juste les deux. Il y a 2 questions sur Zoom. On les prend rapidement et puis on arrive vraiment à la fin de la rencontre. Si tu peux les lire, Maïssa. Ouais. Question naïve. Ouais. On pourrait en effet faire disparaître le mot race et donc l'idée de racisme. Pourrait-on en fait de même avec le terme antisémite? Bonjour, quelles sont les tendances actuelles, sinon faibles, que vous observez autour de l'islamophobie et racisme qui montrent une spécificité française? Quels sont les facteurs qui influent le plus aujourd'hui, selon vous, sur la propagation de l'islamophobie et de l'antisémitisme? Merci. Je ne sais pas s'il y a une spécificité française. Comme je le disais avant, nous avons affaire à un mouvement global et évidemment, vu le contexte historique dans lequel on se trouve, les idées voyagent très facilement. Et il y a un réseau véritablement qui existe en plusieurs langues, etc. Ce qui fait que les idées de Caroline Fourest se retrouvent aux États-Unis sur un blog, etc. Tout cela est facilement observable. Donc il n'y a pas vraiment de spécificité française. Peut-être ce qui distingue la France, c'est justement ce que je disais avant, c'est que la reconnaissance de l'islamophobie est beaucoup plus difficile en France qu'elle ne l'est ailleurs. Les organisations qui luttent contre l'islamophobie au Royaume-Uni sont petites, sont faibles, n'ont pas beaucoup de financement, mais elles existent, elles font leur travail. Il y a dans mon université, au King's College, une semaine de sensibilisation à l'islamophobie. Et ces choses-là sont inconcevables en France, dans la France actuelle.
le CCIF a été dissolu, comme vous le savez. Donc la spécificité n'est pas dans ni les idées ni les ressorts de l'islamophobie, mais l'ampleur de certains phénomènes qui existent ailleurs. Donc voilà, je ne sais pas si ça suffit comme... Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être venus. On arrive à la fin de la rencontre. Je vous rappelle on a organisé cette rencontre dans le cadre de la campagne de dons d'Orient 21. Donc, n'hésitez pas soit à faire un don, soit à partager autour de vous. Bien sûr, vous pouvez lire toutes nos publications sur orient21.info en français, en arabe, en anglais, et notamment donc le compte rendu du livre de Reza Zia Ebrahimi, Antisémitisme, islamophobie, une histoire croisée, publié donc aux éditions Amsterdam, collection Contrepartie, qu'on vous recommande très vivement et que vous retrouvez dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, Reza. Merci à toi. Merci beaucoup.